Le docteur Sneha Ann Philip était une jeune femme extrêmement indépendante et très intelligente, originaire du Kerala, en Inde. Son soin inconditionnel pour ses patients, sa curiosité pour plusieurs arts et son désir de voir le monde ont tous été brusquement interrompus. Par une disparition troublante en septembre, 2001 dans les heures précédant les attaques terroristes du 11 septembre, laissait tous ceux qui la connaissaient dans la communauté de Manhattan et l'ensemble de la ville de New York chercher des réponses dans une mer de mystères qui nous a tous noyés dans le doute. Dans l'espoir de fournir un raisonnement plus substantiel, basé sur des preuves observables et une analyse situationnelle, ceci est un examen de la disparition de Sneha Ann Philip. Dans la perspective de l'un des jours les plus sombres de l'histoire américaine, et la lutte de plusieurs décennies de sa famille pour rétablir la vérité sur le sort de Sneha et finalement son héritage héroïque. Détective des affaires non résolues. Sneha Ann Philip est née le 7 octobre 1969 de parents, le docteur Kaushal et Ansu Philip, dans le Kerala, en Inde, un État indien situé sur la côte de Malabar. Sneha a rejoint une famille de 3 personnes, sa naissance précédée par celle de son frère, Ashwins. Peu de temps après son arrivée dans la famille Philip, ses parents ont accueilli un deuxième fils, nommé Kevin. La seule fille s'entendait bien avec ses 2 frères, même à un jeune âge, favorisant une relation pleine de joie qui comprenait souvent de longues journées remplies de rires et d'excitation. Cependant, après quelques années, la famille Philip a décidé que leur séjour au Kerala, en Inde, touchait à sa fin. Voyant un déménagement aux États-Unis comme l'opportunité parfaite pour la carrière du docteur Kaushal et pour élever une famille brillante et en plein essor, les Phillips sont déménagés dans le nord de l'État de New York. Une fois arrivés, Sneha et les autres se sont installés à Hopewell Junction, un hameau et un lieu désigné par le recensement dans le comté de Dutchess, à proximité de Poughkeepsie, New York. Enfin en Amérique, Sneha s'est bien adaptée au changement des différents modes de vie et culture qui l'entouraient. Elle s'est particulièrement prise d'affection pour les beaux-arts et avait une attirance spéciale pour la musique, l'écriture et la peinture. Cependant, les poursuites créatives de Sneha ne représentaient qu'une partie de ses intérêts globaux. Beaucoup de ses camarades de classe et enseignants tout au long de sa fin d'enfance ont remarqué son intelligence étonnante pour son âge, combinée à une empathie profondément enracinée qu'elle avait pour les autres. Ses inclinations compassionnelles l'ont suivie tout au long du lycée, où Sneha a décidé qu'elle voulait poursuivre la médecine et finalement obtenir un doctorat. Bien sûr, cela n'était pas sans le fait que Sneha était une étudiante du docteur Kaushal, et elle était aussi une... Elle songeait à défier les attentes en se consacrant à la peinture ou une spécialité similaire à l'université, plutôt qu'un diplôme de médecine. Au final, cependant, le potentiel certain d'une carrière en médecine a remporté l'argument, et après avoir obtenu son diplôme de l'université Johns Hopkins à Baltimore, Maryland, Sneha s'est inscrite à la Chicago School of Medicine en 1995, trouvant l'inspiration dans la carrière de son propre père en tant que médecin. Alors que Sneha était à l'université de médecine et de sciences Rosalind Franklin, abrégée en Rosalind Franklin Science, elle a rencontré un autre futur médecin nommé Ron Lieberman, un transplanté de Los Angeles étudiant dans la classe un an derrière Sneha. Les deux sont rapidement tombés amoureux, mais pas seulement sur un plan intime. Après quelques conversations, Sneha a appris que Ron était également un artiste et passait beaucoup de son temps libre en tant que musicien et mélomane. Avec son propre intérêt pour la peinture, Sneha a réalisé que les deux pouvaient partager à la fois leur vie professionnelle et personnelle ensemble. Et le couple a commencé à sortir ensemble pendant l'avant-dernière année de Ron à Rosalind Franklin Science. Sneha est allée jusqu'à prendre une année sabbatique de l'école, voyageant plutôt à travers la campagne italienne, tout cela pour qu'elle et Ron puissent obtenir leur diplôme ensemble et faire le pas post-universitaire en synchronisation. Une fois le couple terminé à Rosalind Franklin Science, ils ont déménagé dans le quartier de East Village de Lower Manhattan à New York, où ils ont chacun reçu des stages à proximité. Ron a trouvé une opportunité au Jacobi Medical Center dans le Bronx, tandis que Sneha travaillait au Cabrini Medical Center.
En mai 2000, Ron et Sneha étaient heureusement mariés après avoir effectué une cérémonie privée dans le comté de Dutchess, où les frères et sœurs Phillips ont grandi. L'occasion s'est avérée être magnifiquement unique, car les deux familles ont incorporé des aspects de leurs héritages juifs et chrétiens indiens. En fait, lors du mariage, Ron a présenté à Sneha un minot, le pendentif de mariage traditionnel offert aux mariés dans les traditions chrétiennes malayali. Celui-ci était formé pour former une larme dorée, accentuée avec un diamant serti. Ce serait le même bijou désespérément recherché par ses parents en septembre 2001, après que les tours jumelles du World Trade Center aient été terrorisées et que leur seule fille, autrefois pleine de promesses, ait disparu sans laisser de traces. Tournons-nous maintenant vers la chronologie des événements menant à la disparition de Sneha. À l'été 2000, les jeunes mariés Sneha et Ron agrandissent leur logement pour un appartement à Battery Park City, à seulement quelques pâtés de maison du World Trade Center Avançon, presque un an plus tard. Au printemps 2001, est le directeur de résidence de Sneha. L'informe que son contrat ne sera pas renouvelé. Seuls quelques mois passent, et son prochain employeur, le centre médical Saint-Vincent de Staten Island, suspend Sneha à l'été 2001 pour ne pas avoir rencontré son conseiller en toxicomanie après avoir lutté contre une addiction à l'alcool. Sa mère a rendu visite à Sneha le vendredi avant les attaques, où elles ont passé du temps, mangé et regardé un film. Elle a passé la nuit, et avant de partir le lendemain, Sneha a fait une remarque disant qu'elle voulait une relation plus proche avec sa mère comme elle l'avait fait auparavant. Sneha avait une date au tribunal le matin du 10 septembre où elle a plaidé non coupable à l'accusation de dépôt d'une fausse plainte. De retour chez eux dans leur appartement de Rector Place à 11h, Ron part pour le travail, laissant Sneha seule pour le reste de la matinée. Sneha fait le ménage en préparation de l'arrivée de sa cousine Anu le 12 septembre. En début d'après-midi, Sneha rempote des orchidées blanches et violettes de chez elle et les fait sécher dans la baignoire entre 14h et 16h. Elle envoie des messages instantanés à sa mère, parlant du jeu de guitare de Ron lors d'une récente fonction au centre médical Jacobi et de son désir de voir le restaurant Windows on the World sur le toit de la tour nord du World Trade Center où un ami se marierait au printemps 2002. Puis entre 16h et 17h, Sneha se change en sandales, une robe à manches courtes marron et attache ses cheveux en queue de cheval. Elle part juste après. La cloche sonne 5 fois. Entre 17h et 18h, Sneha dépose du linge au pressing et se dirige vers Century 21 pour faire du shopping dans un centre commercial à prix réduit. Il est situé juste après les tours jumelles, à seulement quelques pâtés de maison de l'appartement. Elle fait du shopping dans le magasin de détail pour de la lingerie, une nouvelle robe, des collants et du linge frais pour les appartements. Juste après 18h, il y a une transaction sur la carte de crédit American Express de Ron, dans ce même Century 21. Sneha avait la permission d'utiliser. Entre 18h et 19h, elle se rend à la boutique voisine et achète 3 paires de chaussures à l'annexe de chaussures. À un moment donné, pendant le voyage de shopping de 2 heures, les caméras de vidéosurveillance capturent Sneha en train de regarder les vêtements dans le grand magasin. Ce serait la dernière apparition confirmée de Sneha et Philip. Plus tard dans la nuit, Ron rentre du travail juste avant minuit. Il remarque que Sneha est absente, mais aussi qu'il n'y a pas de messages vocaux d'elle au grand magasin. Elle n'est pas non plus rentrée chez elle, ce qu'il lui avait demandé de faire quand elle rentrait tard. Juste avant que le calendrier ne passe au 11 septembre, 2001, Ron s'assure que les 2 chats de la maison, Figa et Kali, vont bien et se couchent tôt. Le lendemain matin, vers 4h, le téléphone portable de Ron est alerté d'un appel manqué provenant d'une ligne téléphonique à l'intérieur de l'appartement. Sneha est la seule autre personne ayant accès à la maison, mais Ron ne se souvient pas avoir reçu un appel et dit qu'il se souvient à peine d'avoir même vérifié sa messagerie vocale. Vers cette heure-là, 2h30 plus tard, Ron se réveille à son réveil de 6h30 encore une fois tout seul. Bien qu'il soit initialement agacé, il se rend compte que Sneha a probablement juste passé la nuit chez ses cousins ou chez son frère à West Village, ce qui était une occurrence normale. Il se prépare rapidement et part pour le Jacobi Medical Center via le train Uptown 5. À 8h, Ron assiste à la réunion, ignorant la catastrophe à venir, aux côtés de tous les autres blissfully ignorants. New-Yorkais à travers la ville. 46 minutes plus tard, à 40 secondes après. 8h46, le vol 11 d'American Airlines, un avion Boeing 767 rempli de 92 personnes à bord,
s'écrase entre les étages 93 à 99 sur la face nord de la tour nord, également appelée NWC, au World Trade Center, dans le bas Manhattan, New York City. Quelques minutes passent et Ron quitte une réunion à le World Trade Center. Il quitte la pièce et trouve ses collègues rassemblés autour d'un téléviseur. Lorsqu'il s'approche, il voit un programme d'actualité détaillant un crash d'avion dans le World Trade Center, qui n'est qu'à quelques pâtés de maison de son appartement. Son esprit se tourne immédiatement vers des pensées de Sneha. Au début, tout le monde croit que le crash de l'avion est un accident, mais ces sentiments ne durent pas longtemps lorsqu'à 9h03, le vol 77 de United Airlines, un avion Boeing 767A, rempli de 65 personnes à bord, s'écrase entre les étages 77 et 85 sur la face sud de la tour sud, également appelée 2WTC. Vers le même moment, Ron appelle frénétiquement chez lui à son appartement à Battery Park, dans une tentative pour joindre Sneha, mais personne ne décroche. Il laisse un numéro de téléphone sur le message vocal au cas où Sneha rentrerait à la maison et aurait besoin de le contacter. Après cette tentative infructueuse, Ron contacte ensuite la mère et le frère de Sneha, qui n'ont pas eu de ses nouvelles depuis qu'il a été appelé à l'hôpital. De sa femme non plus. Pendant ce temps, les événements horribles du 11 septembre se poursuivent à travers les États-Unis. À 9h37, le vol 77 d'American Airlines s'écrase sur le côté ouest du Pentagone à Washington, district de Columbia. À 9h57, le vol 93 de United Airlines est repris par ses passagers aux pirates de l'air qui se dirigent théoriquement vers le Capitole, également à Washington, district de Columbia. Puis, en l'espace de 30 minutes, la tour sud du World Trade Center s'effondre à 9h59. Le vol 93 s'écrase dans le comté de Somerset, en Pennsylvanie, à 10h03. Et la tour nord du World Trade Center s'effondre à 10h28. Alors que le chaos qui règne à Manhattan et ailleurs ravage les États-Unis dans leur ensemble, Ron reste seul, imaginant tous les scénarios dans lesquels Sneha aurait pu se retrouver. Ses théories vont de l'enlèvement au meurtre, et il pense aussi qu'elle pourrait être une victime des attaques du World Trade Center. Après des heures d'attente anxieuse, Ron décide de quitter son travail et de chercher sa femme vers 15 heures. En raison du trafic dense dans la zone métropolitaine de New York tout au long de la journée du 11 septembre, Ron est contraint de faire de l'autostop avec une ambulance se dirigeant vers Ground Zero. Le trajet prend plus de 6 heures, car les équipes doivent se frayer un chemin à contre-courant du trafic et aucun signe de Sneha n'est retrouvé. À 21h, la New York Police Department a maintenant bouclé le site de l'accident du World Trade Center. Il parvient à utiliser ses références médicales pour passer et court jusqu'à son appartement. Malheureusement, en raison de la coupure de courant dans la zone, les portes d'entrée sont verrouillées et Ron doit se réfugier chez son ami à West Village. Le lendemain matin, le 12 septembre, Ron se réveille et retourne à Battery Park, où il peut enfin accéder à l'immeuble d'appartement. Il monte à l'étage, entre dans son appartement et trouve le logement recouvert de suie suite à l'effondrement de la tour, car une fenêtre de la chambre a été laissée ouverte. Sur le moment, Ron réalise qu'il peut utiliser la suie à son avantage et cherche des empreintes de pas humains sur le sol. Malheureusement, tout ce qu'il trouve, ce sont des empreintes de pattes éparpillées des deux chatons du couple, ce qui signifie que Sneha n'a pas pu revenir après l'effondrement du World Trade Center. Après une autre série de vérifications auprès des amis et de la famille de Sneha, Ron décide de signaler sa disparition à la New York Police Department, l'un des plus de 9000 rapports de disparition à être déposés dans l'immédiat après le 11 septembre. Dans les jours suivants, Ron a pris sur lui de chercher sa femme. Il a appelé American Express lorsqu'il a remarqué que sa carte de crédit manquait, et ils lui ont dit que le dernier achat avait été effectué au magasin Century 21 le 10 septembre. Ron s'est alors rendu dans ce même magasin, où il a affiché des avis de recherche pour Sneha dans et autour des allées. Plus tard dans la semaine, Ron reçoit un appel du New York Police Department l'informant que Sneha a été déclarée disparue et que sa femme était au magasin. Il se rend ensuite au bureau du New York Police Department, où on lui dit qu'il y a eu un appel d'un ancien employé du magasin Century 21 qui lui informe qu'elle se souvient avoir vu Sneha le soir du 10. L'employé dit aussi à Ron qu'elle se souvient que Sneha était avec une autre personne au magasin ce jour-là, croyant que l'autre personne était une femme indienne comme elle. Ron ramène cette information à Century 21, ce qui lui permet de passer en revue 3 semaines de vidéosurveillance. C'est à ce moment qu'il trouve l'image de la caméra de surveillance de sa femme qui cherche des vêtements. Cependant, elle est seule, dans tous les clips où elle apparaît. Après avoir attendu que le département de police de New York commence son enquête et s'être frustré de leur attitude nonchalante face à son sort en ce qui concerne le 911 Ron,
a engagé un détective privé, Ken Gallant. Au début, l'enquêteur pensait qu'il était possible que Sneha utilise les attaques du World Trade Center comme couverture pour échapper à ses difficultés dans la vie et recommencer à zéro quelque part inconnu. Cependant, cette théorie est de courte durée, car Gallant et Ron s'accordent à dire que Sneha est très probablement retournée à l'appartement le matin du 11 septembre, a vu les attaques se produire en temps réel et a immédiatement décidé de se rendre à Ground Zero pour aider les blessés avec ses connaissances médicales. C'est probablement là qu'elle est morte, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. Ron apporte cela à la police après avoir recueilli suffisamment de preuves, seulement pour découvrir que le département de police de New York est capable de trouver Sneha. Ron va au département de police de New York pour trouver Sneha et apprend qu'elle fait l'objet d'une enquête distincte sur sa disparition. On pense qu'elle n'était pas une victime du 11 septembre, mais plutôt d'un acte criminel à cause de son comportement erratique et de son passé. En 2003, Lieberman conteste la conclusion de l'enquête sur sa femme par le département de police de New York et soutient qu'elle devrait rester une victime officielle de la tragédie du 11 septembre tout en obtenant l'accès au fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre pour ses efforts pour la localiser et tenter de la ramener à la maison. Le département de police de New York présente ses conclusions au tribunal qui entend la revendication de Ron, mais finit par convenir qu'il n'y a pas assez de preuves pour prouver que Sneha était une victime des attaques du World Trade Center, et son nom est retiré de la liste officielle des décès, avec 2 autres, en janvier 2004. Incroyable, Ron et la famille Phillips se battent bec et ongles pour faire appel de cette décision, arguant que la police a fabriqué ses conclusions via le témoignage de la famille et des preuves circonstancielles. Lors de l'audience d'appel à la fin de l'hiver 2008, la défense a soutenu que, bien que la disparition de Sneha ne soit pas garantie d'être une conséquence directe des attaques terroristes du 11 septembre, c'était très probable compte tenu de son itinéraire de retour à la maison ce matin-là, qu'il aurait amené juste à côté de Ground Zero au moment où les Twin Towers ont été frappés pour la première fois. Ainsi, à l'approche de son diplôme en médecine, l'incertitude était plus grande, et la reconnaissance officielle de Sneha en tant que victime du jour le plus sombre de l'Amérique moderne n'était pas assurée. La défense a soutenu que la disparition de Sneha n'était pas garantie, a été rétablie. Malgré le verdict, l'histoire entourant Sneha et Phillips n'a pas été celle d'un potentiel héroïsme, mais celle d'un scepticisme, attribuant ses difficultés de jeune adulte à son statut de personne disparue et affirmant que sa famille et Ron Lieberman ont utilisé sa disparition à leur avantage financier. Parmi les 9000 personnes tuées aux États-Unis, aucune n'a jamais été tuée auparavant. Aux États-Unis, après le 11 septembre, la police et les forces de l'ordre ont agi dans les jours et semaines qui ont suivi, mais la plupart de leurs actions avaient le malheureux inconvénient de voir des preuves et indices se perdre dans les failles. Il y avait tout simplement trop de chaos et d'hystérie pour que des enquêtes appropriées puissent être menées. Sans parler de nombreux de ces rapports qui étaient soit des doublons, soit des cas où la police ou les familles ont découvert que la victime était l'une des victimes des attaques elles-mêmes. S'il y a un angle optimiste à avoir, c'est que beaucoup de New York City disposent d'un nombre considérable de caméras de sécurité et d'autres systèmes de vidéosurveillance dans chaque recoin autour du métro. Bien sûr, le bémol dans ce scénario est que de nombreuses caméras de sécurité ont été soit désactivées, soit abandonnées le matin du 11 septembre et dans les jours qui ont suivi. Les autorités locales, étatiques et fédérales ont tout fait pour collecter un maximum d'images à New York afin de résoudre l'intrigue du 11 septembre, sans savoir qu'il y avait de nombreuses caméras de sécurité et systèmes de vidéosurveillance partout. Les traceurs, bien que retardés, ont fini par aider les enquêtes policières, malgré leur utilisation initiale pour suivre les officiers. C'est exactement la situation qui a impacté la recherche de Sneha Ann Phillips et a fourni l'indice le plus important lors de l'évaluation de ce qui aurait pu lui arriver, soit le soir du 10 septembre, soit à un moment donné, le 11 septembre, lorsque le détective privé Ken Gallant a enquêté sur la disparition de Sneha, il a pu retrouver des images de surveillance du hall principal des appartements de Rector Place à Battery Park, le hall principal du pays, résidence du couple depuis environ 1 an. Les enregistrements ont montré que le matin du mardi 11 septembre 2001 à 8h43, une femme entre dans le hall de Rector Place, se dirige vers l'ascenseur, reste debout seulement quelques instants, puis part. Désolé, nous n'avons pas accès à ces enregistrements. Cependant, ils ont été utilisés dans les documents officiels du dossier de Ken Gallant et présentés au tribunal lorsque l'affaire de Sneha a été plaidée devant un juge. Les documents montrent que, bien que la qualité des images de la vidéosurveillance ait été fortement contrastée par l'angle des rayons du soleil qui traversèrent la fenêtre du hall, on pouvait distinguer les détails de base de la femme sur l'image.
Ron a témoigné que la silhouette dans le cadre partageait les mêmes manières que sa femme, arborait une coupe de cheveux ou une queue de cheval similaire à celle que Sneha avait à l'époque, et portait même des vêtements qui ressemblaient à la robe portée par Sneha dans les images de sécurité de Century 21 vues plus tôt. D'autres éléments suggèrent que la femme portait une robe similaire à celle que Sneha avait déjà portée. L'heure de la journée fournit également un indice majeur. Ron a témoigné devant le tribunal qu'à l'occasion où Sneha ne rentrait pas à la maison après une soirée, ce qui n'était pas nécessairement rare, son heure d'arrivée le lendemain tombait toujours entre 7 et 9 heures du matin. Avec une heure marquée autour de 8h43, cela correspond parfaitement au schéma. Un enquêteur du département de police de New York, qui a également témoigné lors des audiences du tribunal, est même allé jusqu'à dire qu'il croyait que la femme était Sneha Phillip, malgré le fait qu'il ne l'ait jamais rencontrée en personne et n'ait eu accès qu'à son dossier. Le plus grand contre-argument à cette affirmation est que la femme sur les images de la caméra de sécurité ne porte aucun sac ou affaires supplémentaires, ce que Sneha aurait certainement eu en main après être rentrée à l'appartement pour la première fois depuis sa virée shopping. Cependant, il est possible que c'est pour cette raison que la femme a quitté le hall après avoir attendu un moment ou deux à Rector Place. Si c'était Sneha, peut-être qu'elle était vraiment Sneha. Sneha s'est rendu compte qu'elle avait oublié ses sacs Century 21 dans le train ou à l'endroit où elle avait dormi et est repartie aussi vite pour les récupérer. D'autres pensent que l'horodatage du système de vidéosurveillance était décalé d'une minute ou deux et que le départ de Sneha du hall était en fait sa réaction en entendant le premier avion s'écraser sur la tour nord du World Trade Center, étant donné que cela s'est produit à seulement quelques pâtés de maison. Habituellement, les horloges des systèmes de vidéosurveillance sont programmées avec l'horodatage le plus précis possible. Cependant, rien ne prouve que les horloges des caméras de surveillance soient réglées avec une horodatation précise. Dans l'hystérie collective post-11 septembre entourant la capture de ces images, il est légitime de questionner leur exactitude temporelle. Quoi qu'il en soit, les bandes de sécurité invisibles sont le plus grand indice impliqué dans la disparition de Sneha et alimentent les innombrables théories concoctées au fil des années depuis la première tentative de Ron pour retrouver sa femme perdue. Passons maintenant aux théories les plus en vue concernant la disparition de Sneha. 9-11 diverses théories concernant le statut de Sneha et Phillip ont enflammé à la fois l'Internet et diverses agences d'investigation comme un feu de forêt dans les années qui ont suivi l'heure la plus sombre de l'Amérique. Parmi ces théories, la plupart en viennent à la conclusion que Sneha était d'une manière ou d'une autre impliquée dans la tragédie du 9-11 et a fini par être une victime. Cependant, la plus grande théorie s'écartant de cette ligne de pensée venait de l'agence responsable de la recherche de Sneha, le département de police de New York lui-même. Après des mois de délibération, Ron a pris sur lui de retrouver sa femme disparue par tous les moyens nécessaires, expliquant l'achat de services de Ken Gallant. Cela était en partie dû à la charge de travail incroyablement lourde du département de police de New York suite aux événements du 11 septembre, mais aussi parce qu'ils ont initialement montré un manque d'intérêt pour le cas de Sneha. Ils étaient catégoriques. Elle était sûrement une victime de l'attaque des Twin Towers et aucune enquête supplémentaire n'était nécessaire. Au début, Ron était incrédule, croyant que sa femme ne pouvait pas possiblement avoir été autour et était sûr que quelque chose lui était arrivé la veille. Heureusement, grâce à l'expertise professionnelle et au travail de détective de Ken Gallant, les deux hommes ont fini par comprendre et réaliser, en regardant tous les faits, que Sneha était en effet probablement une victime du 11 septembre. Dans un revirement bizarre cependant, alors que Ron et Gallant en sont venus à cette conclusion, les forces de l'ordre ont basculé vers la théorie originale de Ron. Il s'est avéré que le département de police de New York enquêtait sur la disparition de Sneha, mais dans l'optique qu'elle avait elle-même provoqué sa propre disparition. Bien sûr, comme tout veuf perplexe le ferait, Ron a demandé une explication détaillée, ayant tout juste accepté la tragique vérité que sa femme est morte, avec 3000 autres personnes le 11 septembre 2001. Avait-il négligé un détail ? Comme il s'est avéré, l'enquête du département de police de New York avait établi une chronologie assez longue et détaillée du passé de Sneha, centrée non pas sur son diplôme de médecine ou son affinité pour la peinture, mais plutôt sur ses démêlés avec la loi et d'autres problèmes personnels que Ron avait depuis longtemps cessé d'attribuer à sa disparition. Ces rapports détaillés commençaient par les derniers jours de Sneha en tant que résidente du Cabrini Medical Center où elle effectuait un stage. Parce qu'elle était classée comme stagiaire, Sneha ne pouvait pas être licenciée directement, cependant, on lui a informé que son contrat ne serait pas renouvelé en raison de problèmes découlant de retard et d'abus d'alcool.
Cela n'a pas empêché Sneha de passer du temps avec ses anciens collègues en dehors du centre médical. Un soir, peu de temps après la mauvaise nouvelle, Sneha est allée dans un bar avec ses pairs pour passer du temps et boire pendant un moment. Au lieu d'une nuit paisible, cependant, Sneha a fini par passer les 12 prochaines heures en prison après s'être engagée dans une confrontation houleuse avec l'un de ses jeunes collègues. Selon la police, Sneha a déposé une plainte pénale affirmant qu'elle avait été pelottée et touchée de manière inappropriée par l'un des stagiaires, qui a également été arrêté et accusé de toucher de force. Pourtant, après une brève enquête, le département de police de New York et le bureau du procureur de Manhattan ont décidé d'abandonner les charges contre le stagiaire accusé et ont plutôt fait un virage à 180 degrés et ont infligé à Sneha une accusation de délit pour avoir déposé une fausse plainte. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur Sneha, veuillez vous abonner à notre chaîne. Si cela est difficile à entendre, imaginez ce que cela a dû ressentir sur le moment pour Sneha. Non seulement cela, mais l'équipe de poursuite lui a également dit que toutes les charges seraient abandonnées si elle se rétractait simplement de la plainte originale. Cela ne lui a pas du tout plu. Elle n'était pas sur le point de renoncer à son histoire de maltraitance et de ne pas se défendre, alors elle a refusé l'offre du procureur et a maintenu sa plainte originale. Ainsi, Sneha a été menottée puis relâchée sur ordre. Sneha a été condamnée à 12 ans de prison et une nuit derrière les barreaux qu'elle a passée à méditer avec un codétenu. Cependant, le rapport du département de police de New York ne s'est pas arrêté là. Ils sont allés jusqu'à inclure la part de Ron dans l'équation de la vie de Sneha, ou dans ce cas, l'apparente absence de celle-ci. Selon les rapports officiels, il a été découvert que Sneha passait des nuits entières avec des inconnus et des personnes qu'elle rencontrait dans divers bars lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer plus accueillants à travers Manhattan, tels que Julie, Henrietta Hudsons et Mio Mix. Le fait est que Ron n'était pas ignorant des escapades nocturnes de sa femme. Bien qu'il ne connaissait pas l'identité de toutes les connaissances qu'elle faisait, il savait en général ce qu'elle faisait et lui a dit que c'était bien, tant qu'elle appelait pour le prévenir qu'elle était en sécurité et en de bonnes mains. Et en ce qui concerne les types de bars que Sneha fréquentait, Ron a dit au département de police de New York que cela n'avait aucun impact sur leur mariage. En fait, Ron a donné une explication parfaite, disant que Sneha n'avait absolument aucun intérêt à être draguée dans les bars normaux, surtout après que l'incident avec l'interne se soit si mal terminé pour elle. Les accusations falsifiées par le département de police de New York ne se sont pas arrêtées là, cependant. Leurs documents comprenaient également une prétendue interview avec le frère de Sneha, qui aurait dit à la police qu'il avait surpris Sneha en train d'avoir des relations sexuelles avec sa petite amie de l'époque. Pourtant, lorsque le frère de Sneha a été interrogé à ce sujet lors de l'audience d'appel, il a vigoureusement nié avoir jamais fait ces remarques. Encore moins participé à un interrogatoire concernant cette situation en général. Le plus accablant de tous, les dossiers de police soutiennent que le matin du 10 septembre, 2001 après une procédure judiciaire pour l'appel de l'accusation criminelle de Sneha, elle et Ron ont eu une confrontation verbale houleuse sur le terrain du tribunal qui s'est terminée avec Ron qui s'en va furieux et Sneha incrédule toute seule. Le problème est que, selon Ron, cela ne s'est jamais produit. Il a dit qu'ils avaient un nain. Le débat se poursuit de manière civilisée, puis il part travailler comme à son habitude après la matinée au tribunal. Tous ces événements falsifiés et ces circonstances ont amené la police à soutenir que Sneha avait disparu de son propre chef, soit en ayant des ennuis à cause de ses activités nocturnes, soit en utilisant le 11 septembre comme moyen de simuler sa propre mort et de s'échapper pour commencer une nouvelle vie, loin des transgressions qui la hantaient. Cependant, une fausse mort a déjà été écartée par Ken Gallant. Il a d'abord soupçonné la même chose, mais a effectué le travail d'investigation approprié. Gallant a fouillé les fichiers informatiques de Sneha et n'a trouvé aucun des signes habituels d'une personne recherchant à commencer une nouvelle vie. Elle a également gardé presque toutes ses cartes de crédit dans l'appartement, y compris son permis de conduire, son passeport et ses lunettes. Les lunettes étaient le signe le plus éloquent. Elle s'aventurait rarement plus loin que la périphérie de New York sans les emporter avec elle. Donc, si Sneha ne s'est pas enfuie, aurait-elle pu être tuée pendant sa soirée, comme le département de police de New York le pensait à l'origine? Bien que ce ne soit pas impossible, ce n'est pas non plus probable. Ce n'était pas la première fois que Sneha passait la nuit en ville et passait du temps avec de nouveaux amis dans des bars et leurs appartements autour de la ville. Elle savait ce qu'elle faisait, savait avec qui elle ne devait pas traîner, et était évidemment consciente des dangers auxquels les femmes sont confrontées dans les bars d'une grande métropole. Elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait si elle ne savait pas comment se protéger et reconnaître les signes d'avertissement. Aucune preuve n'impliquait Sneha dans les crimes commis.
La nuit du 10 septembre, rien ne justifiait une enquête pour meurtre. Il n'y avait pas d'homicide non résolu, pas de femmes indiennes non identifiées, pas de fusillade dans les bars ni d'enlèvement signalé. Et bien sûr, il n'y avait presque aucun crime signalé du tout le 11 septembre et un seul homicide non résolu a été signalé à la fin de la journée. Il n'y a également aucun schéma de disparition dans la région de New York dans les jours précédant le 11 septembre et suivants, en dehors des victimes évidentes des Twin Towers. En fait, il n'y a qu'un seul rapport de personnes disparues contesté de la semaine du 11 septembre. C'est le cas de Fernando Molinar. Molinar a été vu ou entendu pour la dernière fois le 8 septembre 2001 lorsqu'il a parlé à sa mère au téléphone de son nouveau travail près du World Trade Center dans une pizzeria locale. Le véritable début n'a jamais été connu, bien qu'il n'ait pas encore commencé. Bien qu'il semblait être une victime potentielle du 11 septembre, la demande pour le répertorier comme une mort officielle a été refusée par un officier de police néerlandais. Il a aussi été accusé du meurtre d'une juge du comté de Dutchess en janvier 2004. Il n'y a pas de véritable lien entre Sneha et Molinar, si ce n'est le fait qu'ils étaient tous deux des immigrants en Amérique. En ce qui concerne le cas de Sneha et Philip, nous sommes d'accord avec son veuf, Ron, le détective privé Ken Gallant, la famille Philip, et maintenant l'ensemble des tribunaux du comté de Dutchess, que Sneha est décédée à la suite du meurtre de son mari et que Sneha n'était pas la seule victime des attaques du 11 septembre au World Trade Center. De plus, nous croyons que Sneha faisait face à beaucoup de problèmes pressants dans la vie, ressentant la pression que l'école de médecine et le début d'une nouvelle vie et carrière peuvent apporter. Cependant, ce n'était pas le genre de choses qui pousserait une personne à tout abandonner et à commencer une nouvelle vie. Sneha a perdu son emploi, pas sa licence de médecin ou la capacité de pratiquer la médecine. Après tout, elle avait déjà un autre emploi. Plutôt, il aurait été logique que Sneha passe la nuit dans les endroits qui la rendèrent le plus heureuse. Après une audience judiciaire stressante le matin et une soirée de shopping, elle a préféré rester dehors. Où exactement elle est allée, c'est à quiconque de deviner. Il n'est pas exactement juste de se promener en demandant aux gens où ils se trouvaient la nuit du 10 septembre, car le sujet du 11 septembre est un événement incroyablement déclencheur pour certains New-Yorkais qui y vivent et ne comprennent pas la fascination ou le désir d'en parler de la manière dont le reste du monde le fait souvent. C'est un point compréhensible, et bien que malheureux, il exige notre respect. Ce que nous pouvons dire, cependant, c'est qu'il est tout à fait logique que Sneha ait vu les attaques se dérouler sur les Twin Towers mardi matin et se soit précipitée vers le Ground Zero pour aider de toutes les manières possibles. Le premier signe est l'évident. Sneha avait passé la majeure partie de 6 années à consacrer sa vie à devenir médecin comme son père. Elle était inspirée par sa compassion et son souci d'aider les gens ordinaires dans le besoin. Elle s'inspirait aussi de la réussite de Sneha en tant que médecin et souhaitait perpétuer cet héritage. Au final, elle aimait les gens et voulait mettre son talent au service de la santé et de la survie de davantage de personnes. Ainsi, lorsqu'un avion s'écrase sur les Twin Towers et qu'une crise évidente se déroule devant vous, Sneha aurait été l'une des premières personnes à baisser la tête et à faire ce qu'elle pouvait. Sneha avait également le World Trade Center en tête au moment de sa disparition. Vous souvenez-vous de sa conversation instantanée avec sa mère le 10 septembre? Sneha était très... Elle parlait d'essayer le restaurant au 106e et 107e étage de la tour nord, un World Trade Center connu sous le nom de Windows on the World. Ce désir venait d'un mariage à venir auquel Sneha assisterait au printemps 2002, où l'un de ses amis se marierait au lieu appelé Windows on the World. Il est possible que ce soit la première pensée qui a traversé l'esprit de Sneha lorsqu'elle a vu le sommet de la tour nord en feu le matin du 11 septembre. Cela aurait pu être son bon ami là-haut. Sneha était en très grand danger imminent. Que Sneha soit ou non la femme sur les images de la caméra de sécurité du hall de l'appartement ne nous appartient pas de décider, car nous n'avons jamais vu les bandes, ni Sneha elle-même. Cependant, nous pouvons déduire à partir des descriptions fournies et de la reconnaissance de son mari et d'un détective enquêteur que la femme semblait être Sneha, sur la base de quelques paramètres uniques. Finalement, il y avait des indices que Sneha était encore en vie jusqu'à 1 minute avant que l'avion ne frappe les Twin Towers le 11 septembre. Après ces quelques heures tragiques suivantes, il n'y avait plus aucun indice ni signe et Sneha et Philip avaient disparu, tout comme près de 3000 autres personnes l'étaient au coucher du soleil. Il reste encore une chance que les restes de Sneha puissent être identifiés. Les enquêteurs ont recueilli plus de 22 000 morceaux individuels de restes humains de Ground Zero
lors des efforts de nettoyage après le 11 septembre, et beaucoup n'ont pas encore été testés contre l'acide désoxyribonucléique soumis par les membres de la famille des victimes qui souhaitent revendiquer la preuve du sort de leurs proches. Au total, il reste 1347 victimes du 11 septembre dont les restes n'ont pas encore été retrouvés, y compris ceux de Sneha. Une correspondance pourrait apparaître un jour. Cependant, le taux d'identification des victimes a de plus en plus ralenti au fil des années, car une grande partie de l'acide désoxyribonucléique apparaît soit comme une correspondance répétée, soit l'acide désoxyribonucléique requis n'est pas dans le système d'échantillons soumis. Il est fort probable que nous ne connaîtrons jamais le sort exact de Sneha et Philippe, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous souvenir d'elle en tant que médecin qu'elle était, une rêveuse empathique avec l'espoir de guérir la maladie, de maintenir la santé et de redonner une meilleure qualité de vie à toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Elle est morte en faisant ce qu'elle s'était fixé de faire, offrant le sacrifice ultime. On ne sait pas combien de personnes le docteur Philippe a soigné ce matin-là sous les tours fumantes, mais quel que soit le nombre, son héritage perdurera, en l'honneur des 3000 vies perdues et des innombrables vies impactées par le virus. Conséquences qui ont pris le dessus depuis le 11 septembre, 2001 nous montreront notre souvenir et restaureront l'honneur au nom de Sneha et Philippe. Ceci est Détective Cold Case.